Par la nation, nous, membres du Conseil de la mutualité régionale de Comté, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la mutualité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde. J'ai oublié de vous dire que la séance est enregistrée. Donc, vous aviez reçu l'ordre du jour. Donc, peut-être chez les tard, mais on est en tout cas à la fin janvier pour toute une dernière année 2026 et bienvenue pour la séance d'anniversaire du mois de janvier 2026. Pour l'adoption de l'ordre du jour, une modification de l'ordre du jour doit être apportée. Le point 13.12 devrait se lire comme suit. Avis de non-conformité 520 Ville de Vallée-Source, règlement 2025-413. Modification de lotissement 2006-67, abrogation de la grille de spécification de la zone 65. C'est compliqué, mais on va en parler plus tard. Donc, c'était la modification à l'ordre du jour. Il avait porté 7 fois par le proposant M. Dion et M. Perrault. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre, est-ce que c'était conforme selon nos discussions? Mme Forcier et M. Pinard. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire, on avait une demande pour un vote général. Donc, c'est la même réponse. On s'est re-questionné au niveau du nouveau conseil de la MRC. Donc, la MRC des sources ne va pas se positionner et plutôt laisser les municipalités locales prendre une position dans ce dossier. Souvent, lorsque les positions locales à la MRC ne viennent pas prendre une décision en tant que telle. Donc, les comités, adoption des procès-verbal du comité d'initiative du 19 novembre. M. Perrault, M. Dion. Et ce. Novembre, il était là. Novembre était là. Excusez. Et celui du 10 décembre, Mme Windsor et M. Dion. On s'était engagé de faire l'état d'avancement du CCTE, comité consultatif. Donc, je passe la parole à Mme Martin-Sartre. Merci, bonsoir. Alors, ça me fait plaisir. Ça va? Donc, le CCTE a été constitué en fait au début en février 2025 et on s'est rencontrés donc 17 fois depuis, donc plus qu'une fois par mois. Notre personne ressource, c'est Mme Catherine Légaré, et c'est grâce à elle qu'on a pu vraiment cheminer, enfin, grâce à elle. Elle nous a beaucoup aidé dans notre cheminement. En fait, on a commencé donc par travailler sur notre façon de travailler ensemble, justement. Il y a eu la nomination des membres, évidemment, en janvier, et notre première rencontre a eu lieu le 13 février 2025. Ensuite, on s'est approprié les conditions, donc on a bien défini les critères d'analyse du respect des conditions de succès à l'aide d'experts. Les membres se sont penchés sur la compréhension des conditions de succès. Nous avons reçu une spécialiste qui nous a vraiment accompagnés pour tout ce qui concernait l'éthique dans notre façon d'aborder les dossiers. Ensuite, M. Frédéric Marcotte nous a aussi expliqué le processus de cheminement d'un dossier pour un appel à projet et il nous a aussi parlé de la régie de l'énergie. En mai 24, donc c'est ça, c'est en mai 24 qu'on a rencontré Mme Sophie Amel Dufour sur le rôle de l'éthique dans la collaboration. En phase 3, création des outils, et ça a vraiment été, je voudrais donner une mention particulière à M. Mérien qui nous a vraiment inspiré pour cet élément-là. Donc, on a monté une grille d'analyse au fil des rencontres pour justement nous aider à évaluer les projets des promoteurs. Et cette grille d'analyse a été finalisée en septembre 2025. Et
Donc, la rencontre avec un promoteur concernant l'appel de projets solaires a eu lieu entre octobre et décembre 2025. Je parlerai ici de promoteur parce que il est important que ce soit le promoteur qui puisse annoncer son projet lui-même. Donc, ce n'est pas, c'est pas par non-transparence, c'est plus parce que c'est le privilège du promoteur. Et donc, en octobre 2025, on a eu notre première rencontre concernant le projet solaire, suivie d'une première évaluation par le comité qui a ensuite partagé son évaluation avec le promoteur. Alors, le 5 décembre 2025, on a eu une deuxième rencontre avec le promoteur qui est revenu avec des propositions d'amélioration et des réponses aux questions des membres du comité. Le 16 décembre 2025, le comité a révisé sa grille d'analyse en fonction des réponses et modifications proposées par le promoteur. Il est important de garder à l'esprit que la mission du CCTE, c'est vraiment d'analyser des projets. Donc, nous ne nous positionnons pas de manière très élargie sur la pertinence de la transition énergétique et ces choses-là. C'est vraiment notre mission, c'est d'analyser un projet précis. Et donc, dernièrement, nous nous sommes réunis et nous avons complété notre analyse du dossier solaire. Les recommandations ont été acheminées aux élus et les élus auront donc un mois pour analyser, approfondir de leur côté les recommandations qui leur sont faites. Et donc, en février, la MRC va se positionner par rapport, suite aux recommandations du CCTE, par rapport au projet solaire, parce que les promoteurs, eux, doivent rentrer leur soumission en réponse à l'appel d'offres d'ici fin mars. Et donc, c'est ça. En fait, donc, on a déposé nos recommandations aux élus et donc il y a un mois de délai pour que les élus puissent en prendre connaissance. Voilà. J'espère que ça vous a enseigné sur le cheminement de nos activités. Merci, Madame Sartre. Ce document sera déposé sur le site Internet à partir de demain matin. Ben, demain, durant la journée de demain, le dossier dans son ensemble va être déposé. Le compte. Voilà. Ça va? Oui, merci. Donc, demande des contribuables, demande des citoyens. Donc, on avait M. Pelleric, Saint-Georges-Windsor. Bonsoir, Richard Pellerin, Saint-Georges-Windsor. Ma question est ciblée justement sur le comité. D'abord, le comité, sa durée de temps était d'une année, son mandat. Alors, est-ce qu'il va être reconduit ou est-ce qu'il va y avoir des nouveaux participants? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel appel de candidature? Comment ça va fonctionner? En fait, suite à la démarche que nous avons faite et suite aux élections qu'il y a eu, on va faire un petit post-mortem de notre première analyse dans le mois qui vient. Et donc, ça va certainement être abordé. Mais il y a que Hydro-Québec a annoncé qu'il y aurait donc des appels d'offres d'ici le mois de mars qui sortiraient concernant l'éolien. Alors, on trouvait que le délai était très court pour changer une équipe qui avait quand même mis des mois à se familiariser avec le dossier les uns avec les autres. Donc, la décision finale n'est pas prise, mais il y a forte chance que que nous continuions le travail. Mais dans sa formation, le mandat était d'une année, en tout cas pour la moitié des participants. Écoutez, là, je ne peux pas vous répondre là. C'est une chose qu'il va falloir que je regarde. On va vous revenir avec la réponse exacte. Mais vu tout le cheminement que le comité a eu lieu depuis la création du comité, qui ont monté en compétences d'une façon identique. Chaque institut a monté au niveau de compétences.
Donc, il faut se remettre en question, est-ce que c'est le bon choix de changer les joueurs ou on renomine les mêmes personnes? La décision des membres du conseil n'est pas prise. Puis, il va y avoir une année, puis on va revenir par la suite. Mais je veux vous souligner que dans ce comité-là, même si Saint-Georges-de-Windsor est la municipalité la plus impactée, il n'y a aucun représentant de Saint-Georges-de-Windsor sur le comité. C'est une faiblesse marquée du comité. C'est votre perception. Et c'est la bonne. Pardon? C'est la bonne, je pense. Il n'y a personne de Saint-Georges sur le comité. C'est une constatation. Oui. Puis on va analyser, qu'on prend acte de votre demande en tant que telle, puis on va revenir. Parfait. Une sous-question. Dans ce comité, il a étudié les conditions gagnantes. J'aimerais savoir, c'est quoi cette condition gagnante-là? C'est dit que le promoteur devra démontrer qu'il déterminera des modalités équitables de gestion des bénéfices et des redevances et de leur utilisation, c'est-à-dire que c'est le promoteur qui va décider de la répartition des revenus, puis où la MRC ou les municipalités, c'est quoi cette affaire-là? Oh, Je vais répondre en tant que présidente. Oui, bien sûr. En fait, les questions qui concernent plus la gestion des revenus, c'est beaucoup plus délégué au comité qui s'occupe de la régie. Donc, tout ce qui est gestion financière, nous avons demandé, compte tenu que ça faisait partie des conditions gagnantes, d'être informé plus en profondeur de la constitution de la régie et des paramètres qu'elle mettait en place pour justement assurer une saine gestion des revenus. Donc, c'est des choses qui sont en savoir qui progressent actuellement parce que comme nous nous préparons à gérer un premier dossier, ben, on est occupé un peu à essuyer les plaintes. Donc, la régie n'est pas complètement élaborée. Donc, ce sont des choses dont on va être informé quand le comité qui s'occupe de la régie aura finalisé une proposition qui va être soumise au conseil. Mais dans le texte que vous avez, selon votre résolution, on ne parle pas de régie, on parle de promoteur. Ben, le promoteur est dans les projets d'Hydro-Québec, c'est sûr que les projets où la communauté et le promoteur sont partenaires, mais il va être soumis aux mêmes conditions que la communauté. Donc, c'est sûr qu'on va analyser la façon dont il monte son dossier, mais c'est plus l'équipe régie qui va faire ça. En tout cas, c'est parce que le texte est prêt à confusion. Écoutez, ces questions-là, ces conditions gagnantes-là ont été élaborées suite à toute une démarche. Il est possible que les conditions gagnantes ne soient pas énoncées de façon optimale, mais c'est les conditions qui nous ont été transmises et pour lesquelles on doit analyser un dossier. Donc, ce sont certainement des choses qui peuvent être améliorées, mais ce n'est pas au CCTE de retravailler ces questions-là, ces conditions-là, dans la mesure où ce n'était pas à nous d'élaborer l'énoncé des conditions gagnantes. Dans le fond, si je comprends bien, c'est que le promoteur, ça veut dire, mettons, Blower, je ne peux pas le nommer, puis ça veut dire aussi la régie. C'est un joint venture qui fait en sorte que le promoteur, la régie a sa part de responsabilité dans le mot promoteur. Ça, je vais laisser. La régie, c'est le comité d'investissement pour les projets de transition énergétique. C'est correct, mais le promoteur, c'est qui? Le promoteur, par rapport, lorsqu'on monte un projet dans la finalité, le promoteur, c'est la régie. Le groupe Abenaki en tant que tel et le promoteur, pas physique, mais l'entreprise en tant que tel. Dans le fond, tous ces gens-là, c'est le promoteur. Monte un plan d'affaires, et c'est ce plan d'affaires-là qui est la finalité. Il faut que le promoteur s'ajuste aux attentes de la communauté. Oui, mais c'est que dans le texte, il dit qu'il faut plus que ça comprenne le texte, on a compris votre affirmation. Ben, c'est le texte. Oui, mais je ne peux pas changer le texte.
Non, Mais parce on que, confirme votre affirmation, puis oui, le texte pourrait être modifié en tant que tel dans les prochaines fois. OK. Tout le monde évolue, tout le monde apprend au niveau de la démarche. On essaie d'être le plus transparent possible. On remet des documents en tant que tel. Puis oui, on prend acte de votre temps. Merci beaucoup. Ça va? Monsieur Génaud? Paul Génaud Warden. C'est au sujet de la période de questions. On en a parlé dans les autres rencontres. Le fait qu'elle est au départ, ça ne nous permet pas aux citoyens de poser des questions sur ce qui va se passer ce soir. Il y aurait peut-être, on avait des questions à poser, mais la période de questions, elle est au début. C'est votre décision. C'est sûr que vous avez rajouté au lieu d'avoir 2,15, on a un 45. Qui dépasse sous le tête. Oui, mais c'est ça. Puis ça, on l'apprécie. Parce que on s'est déplacé pour poser des questions, pour avoir des informations. Et c'est vous, autres, qui pouvez nous les donner. C'est ça qu'on fait. Oui, ben c'est ça. Fait que le fait qu'elle soit au début, ben c'est ça. Vous avez souvent des beaux projets que vous essayez de publiciser, souvent. Et puis, c'est pas évident avec que ça soit Internet ou des choses, ça ne rejoint pas et vous dépensez sûrement des sommes assez importantes pour faire ça. Mais là, nous autres, on est ici, on est dans deux municipalités différentes. Fait qu'on ramène l'information parce qu'il y a des gens, ils savent que nous autres, on y va aux rencontres de la MRC. Fait qu'on rapporte ça. Fait que là, on ne peut pas rapporter parce que vous dites, ben, vous reviendrez le mois suivant. On n'est pas toujours capable de revenir le mois suivant. C'est comme vous, M. Guillemard, sûrement, vous avez des amis, des parents, vous les recevez à souper. On prend la rencontre, c'est comme pour recevoir à souper. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonne année, bonne année. Assoyez-vous, on mange. Là, on ne parle plus. Puis là, tout à coup, c'est le dessert, allez-vous-en chez vous. Je pense qu'il ne reviendra pas souvent. Je pense que vous pourriez faire quelque chose de différent, de faire 2 périodes de questions comme avant. Puis je pense que les gens n'étaient pas impolis. Vous avez en plus des règlements pour qu'on respecte ça. Ça, c'était ma première question. Deuxième question, pourquoi le 27 janvier? La dernière fois que je suis venu, l'année passée, en 2025, la dernière rencontre, j'ai posé, pardon, au mois de décembre. Décembre, votre dernière rencontre? Non, novembre. Novembre, ben, Novembre. Excusez. J'avais posé la question, pourquoi le 27 janvier? M. Marcotte m'avait dit, ben, vous deviez le savoir, que pour le comité consultatif, ça finissait, il fallait le savoir, remettre notre rapport au 27 janvier le plus tard, parce que vous allez prendre une décision. Il fallait que vous preniez une décision. Excusez, moi, personnellement, je ne comprends pas. De quoi vous parlez? J'ai parlé la dernière fois que pourquoi on devait remettre un rapport le 27 janvier. Un rapport de quoi? Un rapport du comité consultatif. OK. OK? On m'a répondu, il faut procéder. C'est ça que vous m'avez dit, vous deviez le savoir. Je ne le savais pas, j'aurais peut-être dû le savoir, je ne le savais pas. J'ai peut-être manqué une réunion, puis ça a été dit. Ça, c'est bien correct. Moi, je demande pourquoi c'était le 27 janvier. Ça découle d'où, ça? Pourquoi la date du 27 janvier? Ben, vous avez dit, ça m'a un peu froissé parce que le comité travaille fort. Et puis, vous avez dit, décision, pas décision, on va de l'avant. Ben, c'est ça que vous avez dit. Ben, c'est ça, je demande pourquoi. C'était le 27. Vous avez c'est peut-être les affaires municipales qui forcent ça ou Hydro-Québec, je ne sais pas. Je voulais juste savoir pourquoi. Il y a un processus d'appel qui se termine à la fin mars. Vous avez devant vous les élus du territoire qui doivent avoir aussi le temps de se pencher sur la recommandation que le CCP propose.
Puis ce groupe-là doit recevoir légalement les documents en amont, prendre le temps de les analyser. Fait que fin janvier était la seule période qui c'était la date limite la plus éloignée possible pour permettre aux sociétés de faire ces travaux. Donc, la réponse que je vous ai donnée la dernière fois, c'est quand même le conseil va devoir se brancher de toute façon pour prendre une position dans les délais qui sont celles que ça doit être fourni en février. Donc, si la société ne fournit pas les informations en temps, ben, le conseil va quand même devoir statuer sur le projet en n'attendant pas le fruit de vos travaux, soit cette rencontre et plus de 50 heures de travail. Donc, c'est un deadline excusez-moi, une date limite qu'on ne peut pas modifier. C'est un processus d'appel d'offres compétitif à l'Université du Québec. Donc, il faut respecter ces délais-là. C'est pour ça que je vous ai donné la date. Parfait. Ça répond à ma question. D'autres rencontres avant, je ne sais pas si c'est celle d'octobre. J'avais mentionné si la MRC élaborait une vision face aux Américains. On avait parlé, vous avez dit, on va regarder ça. Est-ce que, entre-temps, vous avez développé quelque chose? Parce que ça ne s'améliore pas, hein? On suit les actualités. Fait que je ne sais pas si vous avez pensé à quelque chose, parce que c'est sûr, vous n'avez peut-être pas grand fournisseur américain, mais si on regarde la dernière semaine, la SRQ, qui est québécois, décidait de faire livrer par une compagnie américaine ses produits. Je ne sais pas si vous autres, vous avez pensé à quelque chose. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de se positionner par rapport à ça. Il y a eu l'élection au mois d'octobre, la nomination au mois de novembre, la sermentation, les budgets municipaux, les budgets MRC qu'on a dû faire. Après ça, il y a eu la période de vacances. On est de retour en tant que tel, puis on a tellement d'enjeux qu'il faut répondre pour hier, là, en tant que tel, parce que lors d'une élection municipale, on dirait que tout est retardé en tant que tel. Donc, on a plein de dossiers sur la table à dessin. On a une préoccupation, je pense, j'en ai une, je pense que l'équipe administrative a une préoccupation par rapport à tout cet enjeu-là, même avec ce qu'on entend présentement des discours de M. Trump. C'est pas une des préoccupations, ça commence à être préoccupant d'une façon dangereuse pour moi. Donc, là, présentement, c'est une préoccupation. Je pense que lorsqu'on aura des positions à prendre, je pense qu'on va avoir une préoccupation par rapport à nos relations avec les États-Unis, mais on ne s'est pas positionné, puis on ne sera pas capable de se positionner à courte échéance, mais je pense que c'est important que vous nous l'ameniez pour que tout le monde ait une conscience de l'importance lorsqu'on prend une décision. Ouais, je comprends très bien là, que il y a toujours des fois des choses plus importantes qui arrivent, quand même que ça, c'est important. Oui. Il y a eu un règlement de Saint-Georges au niveau des distances des éoliennes qui a été déposé, je pense, à la MRC. Et puis, pour un changement, j'ai entendu parler de ça, je ne sais pas si c'est vrai, M. Perrault pourrait peut-être répondre. Mais suite à ce que vous avez des membres, je pense, de votre équipe qui sont en conflit d'intérêts, puis ça a été déposé à la MRC, est-ce que la MRC a décidé si ce règlement-là était correct, adopté ou pas? Bon, pour vous expliquer la séquence, dans le fond, la loi sur les compétences municipales prévoit que dans le cas de son exercice, si un conseil municipal peut avoir quorum au cours de conflit d'intérêts, ce qui est le cas dans ce dossier-là, le dossier est transmis à la MRC, puis la MRC exerce le processus de votation municipale. Je vais juste vous expliquer. Donc, la municipalité nous transmet son intention. Donc, par exemple, tourner à gauche. Puis nous, ben, on doit juste exercer le pouvoir de tourner à gauche. C'est-à-dire l'autorisation de tourner à gauche. Fait que le conseil de l'MRC, on a reçu la résolution. Mais dans les délais qu'on a reçu la résolution, on n'a pas pu la traiter en janvier. Fait qu'on va la traiter en février. Fait que le conseil ici, il la fait en même temps que c'est-à-dire que cette résolution-là vient juste de nous être transmise. Il va falloir qu'on exécute le pouvoir décisionnel de Saint-Georges sur ces dossiers. Fait que la résolution est globale,
Saint-Georges a demandé à la MRC de se positionner de manière globale. Donc, c'est quelque chose qu'on va falloir qu'on explore, qu'on regarde. On parle aussi aux aviseurs légaux de la municipalité de Saint-Georges. Ils ont appuyé la rédaction de ces documents-là. On comprend bien c'est quoi notre rôle. Donc, pour le moment, c'est là qu'on en est dans ce dossier-là. C'est Une la dernière première fois que ça arrive, hein. Donc, il faut aller chercher des alliés pour être sûr qu'on commet les bons gestes en tant que tel au bon moment. ça va être c'est soit Saint-Georges qui va répondre à ça plus tard, ou ça va être la MRC qui va répondre. Ou, comme vous dites, à la prochaine réunion, vous allez dire si oui ou non le règlement est adopté ou pas, je sais pas. Ben, dans le fond, quand le règlement d'une municipalité locale est transmis à la MRC, ce qu'on doit faire, c'est une aide de conformité. Fait que ce processus-là, il va suivre son cours de manière régulière. C'est juste que ça ne va pas être retourné à Saint-Georges pour dire le règlement, je l'adopte à Saint-Georges. Ils ne peuvent pas exécuter leur pouvoir décisionnel. Fait que c'est la MRC qui va devoir le faire. Okay? Mais ce que l'intention de la municipalité a mis dans son règlement, on ne le modifiera pas. On va l'analyser à sa face même, puis on va exercer le pouvoir décisionnel à la place du conseil. C'est juste ça que, à date, l'information qu'on est capable de transmettre à ce niveau-là. C'est le même processus qui se passe normalement dans un dossier réglementaire, c'est juste que ça reste 2 fois inversé après on va retourner à ces juges. On est sur le réseau de la serre, là, ou on est au bloc école? On n'est pas encore tout à fait pas digestif. Pensez-y pareil, ma période de questions. Tantôt, le monsieur a mentionné là, pour les solutions gagnantes là, au niveau de. Puis vous avez dit que c'était pas au comité consultatif à discuter de ça, c'était la régie ou le promoteur. Par contre, ça faisait partie des solutions gagnantes, ça aurait dû peut-être mieux expliquer. Parce que nous aussi, au comité consultatif, on a posé la même question que monsieur. On aurait aimé ça avoir de l'information là-dessus. Je ne sais pas si on va pouvoir en avoir parce que vous avez mentionné que la régie, une des rencontres qu'on a eues, M. Guillaume, vous avez dit que ce n'est pas nécessaire qu'on aille, parce qu'on a les citoyens ont des questions à savoir sur cette régie-là. C'est sûr, elle n'est pas constituée, mais ça serait important si on pourrait avoir une rencontre pour les explications à ce niveau-là. Là, vous parlez en tant que membre. Non, j'ai juste mentionné que ça avait été une interrogation pour nous autres aussi. C'est ça? Pour les membres du comité. Okay. C'est juste vous dire que ça avait été juste une interrogation. J'espère qu'on va avoir une rencontre pour la régie pour nous expliquer ça. Merci. Pour la condition de la régie. Le rapport est terminé. Merci. Jean Carignan, Saint-Georges-de-Rosard. Mes questions concernent le comité consultatif de transition énergétique. Je faisais un suivi un peu de la question que j'avais posée. J'avais demandé des états d'avancement des travaux. Je pense qu'en octobre, j'avais demandé ça. Vous m'avez dit que vous alliez verser ça sur le site Internet puis qu'on aurait toute l'information voulue. Là, j'en comprends ce que Madame a présenté ce soir va être versé sur le site Internet, le compte rendu. Oui. Est-ce que le rapport du comité consultatif va être aussi versé, qu'on puisse prendre connaissance? Ben, le rapport avec les recommandations. Non, c'est pas public, ça. Oui. Le rapport de la commission pour le suivi d'un projet rendu public aussi, et après que le conseil d'AMC va avoir statué dessus. OK, dans un mois, genre. Oui, c'est ça. Okay. Donc, le conseil prend le temps d'analyser, il regarde. Puis, fait que ça va être rendu public aussi. Là, la discussion a déjà eu lieu avec les élus sur ce point. OK. Excusez-moi, j'ai mal entendu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Le rapport va être rendu public sur le site suite à la décision des élus. et non pas attendre. Ben non, il faut que les élus se prononcent en tant que tel. Donc, lorsqu'il va être déposé, il va être transmis sur notre site Internet, comme tout document, lorsqu'il est entériné, il est déposé. C'est le même processus en fait. OK.
Est-ce que ce rapport-là contient la grille d'analyse, les critères d'analyse, tout ça aussi? Je vais revenir à votre question. En fait, nous sommes un comité consultatif. Je comparerais ça au comité consultatif en urbanisme. On fait des recommandations aux élus et c'est lors de l'adoption, enfin quand ça passe devant le conseil, suite à ça, c'est rendu public. Donc c'est un peu la même démarche. C'est en cohérence avec les autres façons de faire au niveau des comités consultatifs. La grille d'analyse sera accessible, mais pas la grille d'analyse complétée. Donc, on pourrait suivre la façon dont le document, mais c'est comme si c'est un petit peu le résultat d'un caucus, je dirais, toutes les informations qui sont dans la grille d'analyse. Donc, la grille d'analyse, elle va être disponible, mais vraiment toutes les informations dans la grille d'analyse restent de l'ordre à l'interne du comité. Okay. Donc, on va avoir la réponse avec certains points de vigilance. Je veux dire, ça va être public, mais la grille d'analyse va être accessible. Mais c'est un peu c'est pas très cohérent d'imaginer qu'on puisse avoir accès à toute la démarche complétée. Ça contient des informations qui ne sont pas nécessaires. Non, mais si on a accès au rapport, au moins, Ouais, on comprend mieux un peu le travail du comité, surtout les recommandations, tout ça. Mais je reviens au site Internet. Moi, je suis allé consulter le site Internet là, avant la réunion, ben, pas tantôt, mais dans les jours précédents. Et puis, je m'attendais à un petit peu plus de quoi de plus élaboré, parce que là, je voyais avancement des travaux du comité consultatif de transition énergétique. Vous m'avez dit en octobre, ouais, vous m'avez dit en octobre, je vais tout avoir ça en 2026, janvier 2026, je vais tout avoir ça. Mais il y a 4 lignes. Avancement des travaux du CCTE, il y a 2 paragraphes de 2 lignes chacun. Puis ensuite, il y a les 4 étapes que vous avez traversées dans les travaux de la dernière année du comité. Et puis, c'est du général. C'est vraiment général. C'est étape 1, on s'est rencontrés, les membres, ça c'est correct. Étape 2, bon, mais là, on a fait venir des experts, on a invité des experts, on a statué sur la compréhension des conditions de succès, voir, mais lesquels experts, dans quel but, tout ça. Ah ben, je vais dire, en début 2026, on mettait plus d'informations, de compte rendu et fait ce soir, il va être sur le site. Ça, c'est de l'information qu'on a mis tranquillement, mais ça commence avec le début du traitement ce soir. OK, je vais poursuivre. Ça part? Ça part? Oui. OK. Ça marche. Ça marche. Ça marche pas. C'est les deux. 1, 2, 1, 2. C'est un bon micro. Allô? La batterie est morte. Je vais couper tout de suite. Je pense que lui aussi. Non, en fait, tu as remis le même. Non. Les deux, ils flashent. Allô, allô. Ça fait peur aux salles de son. C'est la flash rouge, fait que je suis fermé. Allô? OK, ça fonctionne. Ah. Là aussi, ça va fonctionner. 1, 2. OK. Bon. Merci. Oui, mais c'est parce que j'en reviens à ceux qui posent des questions, mais qui se posent des questions, mais qui ne sont pas ici. Okay? Fait que c'est ça, je regardais les étapes, tout ça, je trouvais ça quand même assez général. Vous avez fait venir des experts, ça serait le fun de savoir quel expert, qui est venu, c'est quoi leur niveau d'expertise, puis ils vous ont renseigné sur quoi. Ensuite, étape 3, vous avez développé une méthodologie d'analyse. Allez-vous la présenter, votre méthodologie? Mettez-la sur le site, qu'on comprenne comment le comité analyse les projets. C'est quand même important. On va y aller comme ça. Oui, ça se peut aussi là-bas. On réglera ça une autre fois. Ouais. 1, 2, 2. C'est flash rouge, fait que la batterie. À l'entrée dedans, avec le
OK. Fait que je comprenais où je veux en venir. Je vous suggérerais peut-être, on va y aller par étapes, là, on donne le temps, mais reste que aller chercher un petit peu plus d'informations pour les citoyens sur le site Internet, ça serait bien. Comprendre la méthodologie, de quelle façon vous vous y prenez, tout ça. Fait que si vous avez défini, élaboré une méthodologie, elle doit être par écrit en quelque part. C'est noté. OK? Mais ça va transparaître aussi dans les recommandations. Ça sera la meilleure illustration, en fait, de notre méthodologie. La recommandation qu'on va faire à la municipalité, accompagner une grille d'analyse vierge, ça va vous donner ça va illustrer la méthodologie. Aussi. Il n'y a rien de tel que d'éprouver le système dans un projet concret. C'est ce qui a été fait dans le projet solaire et on y a mis particulièrement du soin dans la mesure où on voulait prendre le maximum d'expérience compte tenu que ce ne sera pas le dernier dossier à traiter. Oui, c'est ce que vous aviez dit la dernière fois, vous avez posé la question. Vous disiez qu'il fallait, dans un premier temps, tester la grille d'analyse. Ça, c'est ce que vous avez fait. On thème aussi le mois prochain. C'est correct, ça, je l'avais bien compris, mais là, je me disais, bon, là, vu qu'il y a un projet qui est passé dans le moulin, comme on dit, on va en savoir plus au fur et à mesure. OK, merci. Question 2, régie de l'énergie. Il y a un calendrier des travaux, puisqu'il n'y a pas pour le CCTE. Je te le vois, c'est CCTE, pas de calendrier, rien, pas de tableau de bord. Régie de l'énergie, hop, calendrier des travaux. Fait que je voyais dans le calendrier des travaux, automne-hiver 2025, automne-hiver 2025, le comité de travail continuera ses travaux pour décider des règles de fonctionnement de la régie. Est-ce qu'ils sont complétés? La prochaine rencontre pour ça, c'est le 28 janvier. OK. Donc, on a eu de la misère avec le congé des fêtes, OK. à avoir des gens pour y siéger, mais le 28 janvier, il y a une rencontre de travail pour ça. OK. Parce que là, je voyais dans le calendrier également que le MAMACH attendait une réponse sur l'approbation ou non de création de la régie en février, du MAMACH. Vous voyez ça dans le calendrier? Février-mars. Là, j'ai eu un questionnement. Est-ce que le MAMACH peut approuver ou non la création d'une régie sans qu'il y ait les règles de fonctionnement en main? Oui, c'est la règle, dans le fond, c'est la Constitution. Puis après ça, c'est à la régie à déterminer ses règles de fonctionnement. Il faut qu'en vertu de la loi du code municipal, la loi sur les compétences, sur laquelle les deux, qu'on respecte les dispositions pour le ministère des Affaires municipales. Après ça, l'entité peut être créée. OK. Puis les règles de fonctionnement, eux autres, ils n'ont pas de droit de regard là-dessus. Non, c'est interne. OK. Donc, que les règles de fonctionnement, elles parlent à l'encontre des règles constitutives qui, elles, sont légales en vertu de la loi. Ça va de soi. OK. Question 3, agenda 21. On parlait de consultation, tout ça. Je ne sais pas où vous en étiez rendu. Je voyais que c'était pas à l'ordre du jour de. Je n'ai pas la date de la rencontre, ça va être relancé. Je ne sais pas si Émilie, as-tu eu la date de la rencontre? Mais ça va être dans les prochaines semaines. Rencontre de quoi? De l'agenda 21. Non, mais du conseil des maires ou des. Non, c'est le Du comité OK. qui s'occupe, parce que ce n'est pas seulement la MRC, c'est tous les partenaires en tant que tels. On a des citoyens à l'intérieur de l'agenda 21. Donc là, ça va être mis en place. On attendait la venue des nouveaux conseils municipaux pour s'assurer, eux, qui adoptent la nouvelle planification de l'agenda ou les nouvelles orientations. Donc, ça va se mettre en place. Je sais que les groupes conseils ils ont commencé à être consultés en tant que tels. Les groupes sectoriels qu'on appelle. Sectoriels. On a à peu près 150, 160 personnes de rencontrer par enjeu spécifique. Donc, il y avait 11 groupes de constitués. Genre agriculture, foresterie, chambre de commerce, des trucs de même. Tout à fait. OK. Culture, tourisme. OK. Puis, ça aidait à brosser le portrait des forces, faiblesses, menaces, opportunités pour le territoire. Pour donner de l'information, dans le fond, un peu sur le paysage de nos enjeux de territoire. Fait que ça va être remis du côté du comité de coordination, d'orientation de l'agenda 21 pour qu'après ça, les prochaines étapes soient définies. Puis les étapes de consultation publique, puis tout ça là, qui vont s'en suivre.
Fait que pour le moment, c'est là qu'on en est parce que le comité s'est pas encore statué sur ce prochain calendrier-là. Ils sont arrêtés sur l'identification, ce qu'on appelle le FFOM, puis après ça, porter un jugement ou un regard critique sur ce qui a été proposé. Fait que c'est là qu'on en est. OK. Bon, des consultations publiques? Oui, l'orientation, OK. là, ce serait d'aller vers là. Ouais, OK. Ça, c'est, avez-vous un délai, un échéancier, puis en dedans d'un an? Pour adoption en 2027. Ouais. OK. Donc, 2026, il faut que ça soit complété d'ici la fin de l'année. Mais on veut l'adopter en 2027. OK. Mais on est déjà rendu à fin janvier. Idéalement, on aimerait qu'en 2026, on ait complété le processus, mais les consultations publiques revenaient, puis c'est quand même assez dense comme travail. Ouais, c'est une grosse démarche. Ouais. OK. Dernière question. Moi, je suis allé à une réunion de mon conseil municipal en décembre, puis là, il y avait ce que le monsieur parlait tantôt, là, le projet, le règlement, zonage et lotissement 234-2025 de la municipalité de Saint-Georges. Puis j'ai appris à la séance municipale que, étant donné qu'il n'y avait pas quorum à cause qu'il y avait un conflit d'intérêts de 3 conseillers plus le maire en lien avec le projet éolien, que ça allait être la MRC qui allait prendre un peu la charge d'adopter ce règlement-là. Ma question, c'était comment que ça allait fonctionner. Puis il avait répondu tantôt, M. Marcotte. Et là, quand vous avez donné vos explications, ça m'a amené à une autre question. Vous avez dit que vous avez reçu la résolution de Saint-Georges-de-Windsor. Ils nous demandent de procéder au processus. Oui, mais qui donne l'orientation au règlement? Non. Le règlement, dans le fond, on a le premier projet de règlement, puis l'intention d'adoption du règlement final. Ça a été fait par le précédent conseil, avec tout le processus, dans le fond, d'adoption par contre, avec les consultations publiques. Là. Fait que tout ce qui est prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été respecté par les municipalités. Fait que là, ça nous est transmis pour adoption du règlement final. Fait que là, nous envoyé une résolution nous disant qu'ils sont dans l'incapacité d'adopter le règlement final. Donc, on doit procéder. Fait que suite au processus qu'ils ont fait, nous autres, on va s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait à Saint-Georges. On ne va pas tout refaire ou tout modifier. C'est ça que je veux mentionner. Mais qu'est-ce qui a été fait par l'ancien conseil? Vous avez dit que ça a été fait par l'ancien conseil. Dans le fond, c'est le processus d'adoption du règlement. Fait que, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a avis de motion, projet de règlement. Après ça, tu as la consultation publique. Ça, c'est la refonte. C'est la refonte. Oui, mais non, on ne parlait pas de la même chose. Oui, je parle de la refonte du règlement sur l'urbanisme. Fait que nous, on finalise le processus. Il n'a pas été adopté, le projet de règlement, par la municipalité de Saint-Georges. Le règlement n'a pas été adopté. Le projet de règlement. Le projet de règlement, moi, c'est pas ça que j'ai compris quand j'étais allé à la dernière séance, parce que nous l'ont présenté le 8 décembre avec l'urbanisme. Il y a des citoyens qui ont posé des questions, il y a peut-être des clarifications à apporter, des modifications. C'est la consultation publique qui Ouais. a été présentée. Mais ça, pour tenir la consultation publique, c'est parce que le projet de règlement est adopté en amont. Fait que ça avait été fait dans le précédent conseil. Probablement à la séance de septembre ou d'octobre de la municipalité. Probablement pas octobre parce qu'il est en élection. Probablement septembre, peut-être avant. Mais moi, ce que j'ai compris, je m'excuse d'insister, là, mais ce que j'ai compris à ma rencontre avec la municipalité, ce que la directrice générale nous a expliqué, c'est qu'il n'était pas adopté le projet de règlement. Là. Le premier projet a été adopté pour pouvoir aller en consultation. Le règlement final n'a pas été adopté, il a été transféré à la MRC. OK, le projet a été adopté. Ouais. Là, vous allez adopter le règlement. OK. Maintenant, ça. Parce qu'il y a eu les consultations entre les deux. Là. Oui. OK. Il n'est pas en vigueur. Non. C'est pour ça que j'ai bien compris. Là. OK, ben merci, M. le Préfet, des précisions. Mais là, OK, là, ça fonctionne comme ça pour le projet de règlement. Mais si jamais il y a un projet éolien, il y aura. Dans le fond, Notre conseil municipal ne sera pas en mesure de statuer non plus là-dessus. Dans le fond, la va atterrir sur votre table. La résolution adoptée par la municipalité de Saint-Georges, elle stipule que tout effet, tout dossier ou tout projet relatif à l'objet qui amène l'incapacité au conseil d'agir va être référé systématiquement à la MRC.
OK. Pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce n'est que pas ça là. va tout être, là, mais puis en plus, c'est que le modus operandi, tout ça, pour nous, c'est tout nouveau. Il faut se l'approprier, il faut le comprendre. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Là. Donc, Il faut s'assurer de suivre la démarche légale aussi en même temps. Donc, oui, parce que moi, je me questionnais à savoir comment vous allez fonctionner. Tu sais, vous allez, par défaut, vous allez devenir notre conseil municipal par défaut, là, en quelque part. là, dans le cas où la municipalité ne sera pas en mesure d'opérer. Ouais. Il y a d'autres cas au Québec. Là, il y a d'autres municipalités pour d'autres objets là, que c'est déjà arrivé. Ouais. Fait que, il y a une revue de la jurisprudence en ce sens qui est faite pour nous aider à nous guider aussi comment procéder. Dans quel autre cas c'est arrivé? Dans quelle autre municipalité êtes-vous au courant? Je pense que c'est Saint-Wenceslas. C'est arrivé que le Conseil de la Merci se prononcer. Okay. Je pense que dans ce cas-là, c'est aussi pour un dossier d'énergie renouvelable. Okay. Mais tu sais, il y en a d'autres là, au Québec que c'est arrivé. Là. Fait que c'est pas une disposition qui est régulière. OK. Fait que là, si je vous pose la question, comment vous allez fonctionner, c'est pas à soir, vous allez me répondre parce qu'il faut que vous alliez vérifier ailleurs, tu sais, puis au niveau légal, tout ça, ouais, comment que. je sais comment un vote marche, mais pour ça, nous, on va garder une réserve. Bon, on va garder nos questions rendues. Non, ben, après ça, on veut vraiment répondre à... Non, je comprends. Mais, puis, il faut que vous alliez on voir. a une prise de connaissance à aller chercher. Ouais. OK, merci. Je m'excuse, j'ai enlevé mon veston. Ma blonde avait choisi de mettre un chandail de laine en dessous du veston, mais je peux pas dire que c'est pas une bonne idée de Gardera pour samedi. Hein? Gardera pour samedi. Moins le chemise, c'est pas mal moins chaud. Ça va? C'est pas le tout. Donc, vous avez reçu le rapport des activités, calendrier des activités pour janvier-février. C'est un point d'information. La correspondance demande d'appui au retrait de l'article 357 de la loi 7 pour modifier la gouvernance du Fonds québécois d'habitation. Monsieur Lebel. Effectivement, donc on a reçu une demande d'appui de l'organisme communautaire spécialisé dans l'habitation. Donc, une modification majeure de la gouvernance du Fonds québécois d'habitation communautaire. Met fin à la cogestion entre la Société d'habitation du Québec et le secteur communautaire au profit d'un pouvoir exclusif confié à la SHQ, assorti d'une simple obligation d'information. C'est un changement qui rompt avec l'équilibre établi depuis 2017, fondé sur la reconnaissance et l'expertise du milieu communautaire. C'est une centralisation qui comporte plusieurs risques, notamment un affaiblissement de la transparence et la reddition de comptes, la perte du rôle décisionnel du secteur communautaire, une possible déconnexion des réalités territoriales et une incohérence avec les objectifs gouvernementaux visant des réponses adaptées aux besoins en logement abordable. Pour toutes ces raisons, en fait, il y a une demande d'appui qui a été demandée. Donc, recommandation d'appuyer la position dans la demande d'appui qui demande le retrait de l'article 357 du projet de loi 7. Donc, je pense qu'on est unanime que ça n'a aucun bon sens. On a eu un projet qu'on a mené de front avec les groupes communautaires et le milieu des résidences Castonguay, puis avec la CHL. Si le milieu n'aurait pas été là, ça a été difficile, mais ça aurait été impossible à réaliser. C'est insoutenable. Donc, Madame la mairesse Windsor en fait la proposition d'une façon unanime. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Plan régional de développement territoire, le PRD-TP, volet récaillot touristique de l'AC, fin du processus d'élaboration. Monsieur Lebel. C'est un point d'information d'une lettre qui a été reçue à la MRC concernant justement la révision du PRD-TP qui a été suspendue. Donc, le ministère a pris la décision de mettre fin au processus d'élaboration du plan régional de développement du territoire public, notamment le volet récréo tourisme de l'Estrie. En effet, depuis les années 90, la majorité des terres du domaine de l'État, sous l'autorité du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, auraient été affectées en conservation, aires protégées habitafauniques ou en territoires organisés ayant leur propre planification, des parcs nationaux et régionaux, des actes. De plus, l'ajout constant de droits sur un territoire public aussi limité que celui de l'Estrie, dont la récente entente sur les superficies d'intérêt acéricole, restreint grandement les possibilités de développement récréo-touristique planifiables sur les terres du domaine de l'État, de la région. Pour toutes ces raisons, on a reçu une suspension du processus qui avait déjà commencé il y a plusieurs années. Donc, c'est la lettre qu'on a reçue, le point d'information pour le Conseil. Merci, M. Lebel. Le bilan 2025 pour le parc régional?
des bonnes nouvelles. Donc, bilan d'achalandage du parc régional qui revient en hausse pour l'année 2025. Il a été déposé ici pour information. Donc, en 2025, il y a eu 58 087 visiteurs au parc, une hausse de 8 par rapport à l'année dernière. Donc, on a eu 53 892. Et c'est la troisième année la plus achalandée depuis la création du parc en 2014, incluant aussi les années fastes de pandémie. Donc, c'est quand même intéressant. On est de retour à la hausse. Merci, Monsieur Lebel, puis peut-être mentionner nos mots de félicitations au conseil d'administration, mais équipe, mais également à l'ensemble du personnel qui contribue. Plus de monde, c'est beaucoup plus de travail, puis des beaux projets de développement. Donc, je pense au nom des maires de la MRC. Merci et félicitations à tout le monde. La reddition de compte concernant la piste cyclable pour le Vélos 3, volet 3. Donc, oui, c'est une adoption donc pour le volet 3 du programme Vélos 3 du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui permet aux gestionnaires de la route verte de les aider financièrement pour leur entretien. Donc, la MRC des Sources a obtenu une aide financière de 25 375 $ pour l'année dernière, qui représente 50 des coûts totaux engendrés pour l'entretien de la route verte sur notre territoire, principalement, en fait, à Danville. Donc, la saison 2025 est terminée. Il est temps de comptabiliser les dépenses et de transmettre notre reddition de compte au ministère. Donc, ce serait ici d'autoriser que le Conseil autorise le dépôt, la signature de la reddition de compte par le directeur général et greffier trésorier auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Monsieur Pinard et Madame Forcier. Monsieur Marcotte, concernant le Conseil sport loisirs, le bilan. On a une entente avec le Conseil sport loisirs de l'Estrie. Cette entente-là prévoit qu'on doit engager des sommes, soit en temps humain ou en argent direct, pour soutenir le développement de l'offre loisirs sur le territoire et la concertation loisirs. Lorsqu'on le fait, on obtient 50 en subvention, donc à hauteur de 15 000 le bilan, en fait, c'est un peu là, les réalisations qu'on a obtenues au courant de l'année 2025. Donc, la MRC des Sources a réalisé plusieurs actions structurantes. On a organisé et tenu des consultations avec divers partenaires de la région là, concernant les défis, les enjeux pour bâtir une vision globale autour de la démarche de GD 21 notamment, mais aussi pour l'organisation du loisir. L'équipe a aussi soutenu les municipalités là, pour faire circuler l'information pour le déploiement des projets circonflexes sur le territoire de la MRC. Donc, est-ce que vous savez c'est quoi les projets circonflexes? En avez-vous déjà entendu parler? Par exemple, des toilettes accessibles dans certains lieux publics extérieurs. Il y a aussi des boîtes à équipements qui sont accessibles avec une application où est-ce que les gens qui n'ont pas les moyens, bien, c'est des équipements qui sont gratuits. Il y a aussi des projets là, où est-ce qu'il y a une mutualisation de municipalités entre eux qui travaillent pour offrir des activités à la communauté et des équipements pour leur permettre de jouir de certaines activités qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'ils ne peuvent pas se le permettre personnellement. Ils ont soutenu les villes et les municipalités dans l'organisation des formations et des activités pour les camps de jour estivaux. Donc, il y a aussi une estimée préliminaire des coûts et des fiches techniques pour le tronçon cyclable Danville-Val-des-Sources. Donc, il y a aussi plusieurs projets en loisirs culturels qui ont été soutenus au courant de l'année. En gros, c'est les travaux qui sont menés grâce à cette entente. Madame Forcier, sur l'ordre de Monsieur Bernic, renouvellement de l'entente avec le conseil. Il faut être membre du Conseil sport loisirs de l'ESC. Donc, on renouvelle notre entente de partenariat avec le conseil pour 2026. Monsieur Perrault et Madame Sartre. Monsieur Marcotte, tu pourrais présenter ta revue de l'année oui, avant qu'on passe au nouveau point. C'est lui qui va présenter les points en développement à partir de maintenant. Donc, M. Pierre-Luc Dussault, qui est dans notre équipe depuis maintenant 1 an, mais qui occupait le poste de développement touristique et culturel sur le territoire. Ben, grâce à sa brillante performance et à son leadership au sein de l'équipe, il a accepté là, de relever les défis de direction au sein de l'équipe de développement. Donc, ça inclut l'équipe de développement territorial et l'équipe de développement économique. Donc, je peux vous ferez céder la parole dans pas longtemps. Si vous souhaitez, lors de votre présentation, juste ajouter un peu votre présentation, votre pedigree, bien, vous aurez le loisir de le faire. Ben, peut-être le faire tout de suite. Ça, merci, M. Perret. Bonsoir. Effectivement, ça fait plaisir de prendre
Ce rôle de directeur de développement pour la MRC des Sources. Merci pour le conseil et sa confiance pour ce mandat. Puis j'entends ce mandat avec beaucoup d'optimisme, considérant tout le potentiel de développement que notre territoire. Donc, ça va me faire plaisir, un honneur de contribuer à ce développement-là en partenariat avec notre conseil et toute l'équipe de la MRC. De vous rencontrer ce soir et de collaborer dans la prochaine année. Bienvenue, Pierre-Luc, et merci beaucoup de faire partie de l'équipe. Je pense que ta contribution que tu as faite depuis un an en tant que en remplacement d'un congé de maternité a su démontrer le potentiel et le bagage d'expérience que tu as. Donc, ça va être au bénéfice de notre région. Donc, un gros merci de ta présence. Donc, pour commencer, il présente le projet culturel, animation et médiation culturelle à la bibliothèque de Sac-à-Ville. Oui, ça fait partie de mon ancien rôle en tourisme et culture où j'accompagnais les promoteurs de projet. Donc, ce projet-là a été déposé dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC des Sources, l'EDC, qu'on appelle, qui est l'entente qu'on met avec le ministère de la Culture et de l'Éducation pour investir en culture sur le territoire. Donc, dans le cadre de cette entente, l'objectif 2, précisément l'action 2.2 prévoit d'investir pour augmenter la programmation culturelle dans les bibliothèques municipales sur notre territoire. Donc, ici, le promoteur qui a déposé le projet de la municipalité de Saint-Camille, qui est un projet qui consiste à renforcer l'offre d'animation culturelle de la bibliothèque en proposant des activités diversifiées et inclusives, et accroître la fréquentation rejoignant les familles, les jeunes, les aînés, tout en consolidant la bibliothèque comme troisième lieu dans le cadre d'une démarche déjà entamée de médiation culturelle et en soutenant donc sa mise en œuvre. Donc, le montant demandé est 1129,50 qui constitue 76 des dépenses admissibles du projet. C'est un point pour adoption. M. Dion et M. Bernier. M. Pinard, est-ce que vous vouliez voter contre? Non? Oui, je vote contre. Je suis d'accord. Deuxième, Pierre-Luc, Denville lit autrement. Oui, dans le même ordre d'idée, toujours conformément à l'action 2.2 de l'entente de développement culturel, la bibliothèque de Danville a déposé un projet de 1916,66, donc il demande 1129,50, le montant accordé aux municipalités, aux bibliothèques municipales, qui représente 59 des dépenses. Ce projet consiste à rendre la lecture plus inclusive à Danville en offrant des livres adaptés, donc par exemple des gros caractères, des audiolivres, des formats numériques, et proposer des ateliers pratiques permettant aux citoyens de découvrir le fonctionnement d'une liseuse ou d'une tablette, de se familiariser avec les nouvelles pratiques de lecture et de constater comment ces outils peuvent faciliter l'accès aux livres et à la lecture pour les citoyens de Danville. Madame Forcier, secondée de Madame Windsor. Et développement de territoire, journée de la persévérance scolaire 2026. Oui, qui s'en vient en février. Donc, comme vous savez, la MRC mène plusieurs actions afin d'augmenter la persévérance scolaire chez les jeunes du secondaire. Plusieurs actions qui sont faites annuellement. Notre partenaire régional Réussir organise des journées de la persévérance scolaire annuellement. Donc, il est naturel pour la MRC des Sources d'y participer et d'appuyer dans ce point d'adoption, d'appuyer cette démarche qui concorde avec nos priorités jeunesse dans ce rôle. Proposé M. Perrault, secondé de Mme Sartre. Transport adapté, programme de soutien au transport adapté, autorisation de signature de la convention. Oui, je prends la parole. Donc, le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous a annoncé qu'il y avait un nouveau programme qui était pour ouvrir l'année 2025-2027. Ils se sont rendus compte, là, à la suite de la réception des plans de développement de l'ensemble des MRC et villes au Québec, que les montants demandés excédaient, avec les paramètres du nouveau programme, les capacités financières du ministère. Donc, c'est quand même une nouvelle qui nous a un petit peu ébranlés. Par contre, l'impact financier de cet ajustement-là pour la MRC des Sources, là, c'est à peu près 1 500 $ dans le programme. Fait qu'on s'est dit, bon, le dommage n'est pas si grand. Donc, malgré ces informations-là, la Société de transport collectif nous recommande de procéder à la signature. Donc, la signature, ce qu'elle implique, c'est une aide financière du ministère des Transports pour un montant maximal de 503 568 $ du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 pour maintenir l'offre de services de transport adaptés. Ici, ça illustre quand même
les récriminations qu'on fait au ministère des Transports. Je ne sais pas si vous avez lu notre lettre ouverte qui est sortie dans la période des fêtes, juste un petit peu avant, en disant ça fait 1 an qu'on offre le service sur un programme qu'on ne connaît pas les paramètres, puis en cours de route, ils modifient les paramètres de financement a posteriori de l'année qui a été financée. On est chanceux que ça n'ait pas plus d'impact que ça chez nous, mais ça aurait pu être pire. Puis, le montant de 503 000, il est pour l'année qui est passée, puis pour les prochaines années, si on réalise les objectifs et s'ils ne modifient pas le programme encore. Fait que, c'est ça. Il y a un petit éditorial en arrière de ça, mais qui est lié à notre positionnement. C'est quand même préoccupant la manière que c'est géré. Et l'organisme n'a pas 500 000 dans son compte non plus. Fait que ça a tout été avancé par la MRC. Donc, puis ça fait des années qu'on fait des représentations un peu partout. Puis même quand le ministre responsable de l'ESI était le ministre du Transport, M. Bernardel, on a tout fait. L'Union des municipalités, la FQM, on a fait des représentations d'une façon, puis ça sort d'une façon régulière, puis tout est jamais du côté administratif, sauf que aussi. Mais on n'a pas le choix. On y avait. Donc, quelqu'un peut proposer ce à l'instar de M. Bernier. Et là, l'autre pour le transport collectif, le renouvellement du programme pour 2025, 2028, au moins on va avoir 2 ans. Donc, le programme pour l'année est sorti en décembre, même malgré qu'il était effectif depuis le 1er avril. Donc, ça comprend 3 enveloppes. L'enveloppe maintien, l'enveloppe développement et le boni par kilomètre. C'est une nouvelle modalité de calculer parce qu'ils se rendent compte que la compensation financière pour toucher 2 citoyens en milieu rural éloigné, c'est pas la même chose qu'en milieu urbain. Donc, dans ce cas-là, la MRC confirmerait sa participation financière donc à des montants de 164 043 pour 2025, 189 844 en 2026 et 208 681 en 2027. Donc, nous, on doit soumettre au ministère notre plan de développement, notre programme d'aide au développement du transport avec les contributions du milieu. Fait que par la présente résolution, on leur transmettrait, dans le fond, nos intentions. Et puis, les critères du programme nous amènent à recevoir, finalement, l'aide financière qui est attribuable pour les 3 années, selon les 3 critères de l'enveloppe que je vous ai mentionnés tantôt. Ça va? Proposer Mme Forcier, secondé de Mme Windsor. Ça, c'est une bonne affaire sur l'hémodialyse pour la Société de transport. Depuis la pandémie, c'est maintenant la Société de transport collectif de la région là, qui a pris le relais pour les personnes qui ont besoin d'hémodialyse pour aller faire leur traitement 2 à 3 fois par semaine, là, je crois que c'est 3 fois par semaine au CHU. C'est une ligne qui est dédiée pour ce service avec le CIUS. Donc, on a convenu d'une entente où les frais associés à cette ligne-là sont totalement assumés par le CIUS. Donc, dans ce cas-ci, c'est une entente de 5 ans qui est liée à notre contrat de transport. Et puis, ce contrat de 5 ans-là prévoit une compensation de 80 000 indexable à chaque année, tel que nos coûts de transport. Donc, c'est entre 80 et 86 000 là, en fonction du besoin pour la population. Donc, c'est très intéressant. C'est un service qui est automatiquement offert à la population qui subit des préjudices, pas des préjudices, mais des dommages, des besoins. C'était mal exprimé. Donc, des besoins par rapport à l'hémodialyse. Donc, fait que si jamais vous en connaissez et vous voulez partager cette formation-là, c'est totalement gratuit. Donc, Société de transport va se rendre disponible et faire du porte-à-porte pour le service. Proposer M. Dion, secondé de Mme Forcier. On s'est rendu à aménagement, schéma d'aménagement, on a plusieurs. M. Lebel, on commence. Conformité 519 pour la ville de Val-des-Sources pour réintégrer les grilles d'usage. Oui, effectivement, ça vaut beaucoup à Val-des-Sources. On s'en a surtout des projets qui visent l'augmentation de logements et d'habitations sur le territoire. Donc, pour commencer ici, pour le règlement 2025-412, ça vise des projets intégrés. Les projets intégrés, c'est lorsque ça vise plusieurs logements, plusieurs unités d'habitation sur un même lot.
souvent avec des accès privés qui mènent vers ces logements. Donc, on est ici dans un objectif de densification et d'optimisation des espaces disponibles là, dans la ville de Val-des-Sources. Donc, après analyse, là, on recommanderait la conformité pour ce règlement-là de la ville de Val-des-Sources. Proposé par M. Bernier, Mme Sartre. Le deuxième, non-conformité ville de Val-des-Sources concernant l'évaluation de la grille de spécification de la zone 65C. Donc, effectivement, il y a un avis de non-conformité. Une erreur s'est glissée, malheureusement. Donc, une grille de spécification de la zone 65C a été abrogée, mais pourtant, la zone existe toujours. Donc, après analyse, on faudra corriger cette situation qui pourrait être fait rapidement par la ville de Val-des-Sources par un règlement de remplacement qui vient corriger la situation. Mais, nous devons nous prononcer officiellement, la MRC, sur ce règlement-là. Donc, il y aurait une non-conformité. Puis ensuite, s'en suivra un processus de correction du règlement dans la ville de Val-des-Sources. Proposé Mme Wizard, secondé de M. Pinard. Avis de conformité, modification des grilles de spécification 91R et 565R. Donc, dans ces deux zones, essentiellement, pour noter les hauteurs des bâtiments qui ont été augmentées de 10 à 15 mètres. Donc, ça vise toujours ici des projets de densification. Donc, après analyse du règlement à la MRC, on recommanderait la conformité de ce règlement. Proposé par M. Diop, secondé de M. Bernier. Avis de conformité, ville de Val-des-Sources, règlement 2026-419, modification des limites des zones. Oui, donc ici, après analyse de la conformité, on recommanderait la conformité. La zone 16 par ailleurs, c'est un nouveau secteur qui est annexé, qui appartient à la ville de Danville, qui est annexé à la ville de Val-des-Sources. Donc, il y avait une modification ici. Là. Essentiellement, ça demeure industriel et d'autres modifications en certaines zones visant le résidentiel. Proposé par M. Bernier et Mme Sartre. On s'est rendu avec conformité, modification des limites 55C et 56R. Donc, oui, ici aussi, donc, un règlement qui vise l'augmentation, en fait, des possibilités pour ce qui est de l'habitation au logement. Donc, après analyse de la conformité, on recommanderait la conformité du règlement de la ville de Val-des-Sources. Proposé M. Perrault, secondé de M. Bernier. Un avis de conformité ville de Val-des-Sources, un dossier CPTEQ 452772. La MRC a reçu de la part de la CPTEQ une demande d'analyse pour ce qui est de la conformité d'une demande d'autorisation, en fait, qui est posée par le promoteur. Ce serait pour un chemin d'accès visant à desservir un lot qui, malheureusement, avait un accès. Il n'était pas possible d'y accéder d'une autre manière que par la zone agricole, mais c'est un accès qui existe déjà, qui est déjà aménagé. Il s'agit ici de le formaliser en chemin d'accès pour le lot qui est en zone blanche, qui puisse se construire. Donc, le dossier est toujours en cours à la CPTEQ, mais ce serait pour une transmission d'un avis de conformité du côté de la MRC pour que le dossier puisse suivre son cours. M. Perrault, secondé de M. Dion. Et modification du schéma périmètre urbain de Danville. Ce serait pour l'adoption finale du règlement qu'on avait présenté, projet de règlement qu'on avait présenté en mai 2025. Donc, nous avons reçu un avis de non-conformité à certaines orientations gouvernementales pour des dispositions qui touchaient les véhicules hors route et des dispositions aussi qui concernaient les transports actifs, ce qui a trait notamment en bordure, en fait, pour des nouveaux logements. Donc, c'est des orientations gouvernementales, on doit s'y conformer. Donc, après ajustement, ce qu'on propose, ce serait d'avoir des nouvelles dispositions qui concernent la cohabitation avec les véhicules hors route dans le secteur visé par la modification du schéma. Pour ce qui est des transports actifs, on ajouterait aussi des dispositions qui concerneraient les nouveaux développements dans les secteurs qui bordent la route verte et ses embranchements. Donc, un travail qu'on fait en collaboration aussi avec la ville de Danville et la ville de Val-des-Sources. Des aménagements qui, dans 200 mètres de ces nouveaux tronçons-là cyclables, on souhaiterait voir dans la réglementation municipale des dispositions qui permettraient de favoriser les transports actifs pour que ces nouveaux développements-là puissent intégrer les pistes cyclables. Donc, c'est une proposition aussi, en fait, qu'on va formaliser dans le règlement final, puis transmission au gouvernement pour la conformité de la part du gouvernement du Québec. Proposé de M. Pinard, secondé de Mme Forcier. Approbation de la résolution 2025-4
11-12 550 appui offre partenariat à l'USC, M. Martin. Dans le fond, c'est quand on a rédigé la résolution, on a présumé que la direction générale pouvait avoir le droit de signature pour l'offre de partenariat. Mais c'est la préfecture qui doit avoir le droit. Je vais essayer de prendre ma place. Fait que j'essaie de prendre votre place, M. le Préfet. Donc, par transparence, je vous l'avoue. Et on modifie, en fait, il faut abroger la résolution pour que le processus soit tout à fait légal. Donc, on l'abroge, puis au point suivant, on la réadopterait de manière adéquate avec le préfet comme étant le signataire autorisé. M. Perrault et Mme Sartre. Et là, on appuie au projet offert. Donc, ça serait pour m'autoriser à signer. Exactement. Je crois qu'il a été prévu de mettre nos deux noms dans le cas où ce serait nécessaire. Donc, on dit trop fort casse pas. Donc, on a mis les deux, que vous serez autorisés en tout point, M. le Président. Merci, Mme Windsor et Mme Forcier. Approbation de la résolution entente sectorielle de développement appui au projet de concertation, c'est la même affaire? C'est exactement la même chose que je viens de vous expliquer. Donc, j'ai aussi essayé d'usurper votre identité. Proposé par Mme Forcier, Mme Sartre. Non, mais sérieusement. Et il y a l'acceptation. L'acceptation de la signature, mais sérieusement, on avait convenu, moi et Frédéric, tout ce qui pouvait signer pour faciliter la transmission de documents, prennent le plus de signatures. Donc, à un moment donné, ça n'avait aucun bon sens. Je me ramassais les documents, puis à un moment donné, c'est le temps de venir à MRC les signer également. Donc, pour être plus efficient, on a essayé d'être plus, que ça soit un signateur. Ça ne fonctionne pas tout le temps. J'avais-tu un proposeur secondaire? Ça va prendre le point 13.24. Oui, 13.24, M. Bernier, Mme Sartre, pour l'autorisation de signature. Sécurité publique, M. Lebel, rapport annuel d'activité pour l'A3 2023. Oui, la loi sur la sécurité incendie demande aux municipalités et à la MRC, au MRC du Québec, de transmettre en fait un rapport de l'avancement du schéma de couverture de risque en sécurité incendie sur leur territoire. Donc ici, ce serait pour l'adoption du rapport de 2023. On avait reçu tous les rapports des municipalités, donc on a colligé aussi de la MRC dans un seul et même rapport qu'on va transmettre au ministère de la Sécurité publique pour se conformer à la loi sur la sécurité incendie. Proposé par Mme Forcé, Mme Ouza. Site d'enfouissement, l'état des revenus et dépenses au 31 décembre. M. Dion, c'est correct? Oui. On fait la proposition, secondée de Mme. Il faut que ça soit équitable en temps. Donc, acceptation d'aide financière, projet de renaturation du bassin versant cours d'eau Souci à Saint-Georges-de-Windsor. M. Lebel. Il y a près d'un an, on avait déposé au volet 1 du programme sur la restauration, la création du milieu humide et hydrique du Québec. Donc, ici, c'est un point d'information pour vous mentionner qu'on a reçu l'aide financière de 75 000 pour le bassin versant du cours d'eau Souci, situé à Saint-Georges-de-Windsor, mais qui est un ruisseau depuis de nombreuses années de préoccupation, d'après de nombreux rapports pour ce qui est de l'émission de sédiments et ultimement jusqu'aux 3 lacs. Donc, un grand émetteur. Donc, c'est une très belle nouvelle. Là. Ça va nous permettre d'étudier plus en profondeur des possibilités d'une renaturalisation du bassin versant et de correctifs. Toujours ici en collaboration avec les gens. Donc, ce n'est pas une obligation, mais on va au moins étudier les possibilités d'action qu'on pourrait y mettre. Et ensuite, on va pouvoir interpeller les différents propriétaires et les gens intéressés à faire des projets. Mais c'est une très bonne nouvelle pour notre territoire qui met en œuvre le plan régional des milieux humides et hydriques qui, justement, identifiait ce bassin versant-là comme prioritaire, comme intervention. Juste pour m'assurer sur mon document, c'est marqué 750 000, mais c'est vraiment 75 000 Peut-être un zéro de coup. Oui, c'est ça. J'aime mieux dire tout ça. Si on met 750 000, est-ce que ça devient 750 000? Non, c'est 75 000. Ça va? Je vais poser Mme Forcier, secondée de M. Pinard. Et le deuxième financement de projet Fonds aux résiliences climatiques, édition 2025. M. Lebel. Vous présentez les projets en rafale et ensuite on va faire une adoption de l'ensemble des projets si vous êtes d'accord. Donc,
premier projet concerne une formation sur la gestion du castor dans la municipalité de Saint-Adrien. C'est un projet qui consiste à offrir une formation avancée de trapage du castor personnel de voirie dans un contexte de conflit d'usage. Donc, le recours traditionnel à un trappeur externe est de plus en plus difficile en raison de la rareté de la main-d'œuvre, du vandalisme, vol qu'ils subissent lorsqu'ils réalisent leurs activités de trappage pour le compte de la municipalité. Donc, la formation vise à outiller le personnel de voirie dans ce contexte spécifique pour permettre la cohabitation harmonieuse entre le castor et les activités humaines. Un coût total du projet, évalué en fait à 2256,61 et un montant demandé de 1128 pour 50 du projet. Ensuite, projet d'action pour la préservation de la rivière Nicolet Sud-Ouest, située à Danville. Donc, le promoteur est le Copernic. Un projet qui consiste à faire une acquisition de connaissances, de sensibilisation et éventuellement un projet de conservation pour un tronçon de 4 km de la rivière Nicolet Sud-Ouest à Danville. Des espèces à statut, notamment le gonfle rapide, c'est une espèce de libellule très rare à l'échelle du Québec, ont été observées de 2022 à 2024 dans ce tronçon particulier. Il est souhaité de mieux comprendre les caractéristiques de l'habitat de ce tronçon, d'identifier les menaces et d'accompagner les propriétaires riverains dans l'adaptation de leurs activités en bordure de la rivière pour protéger la biodiversité. Un coût total du projet de 40 595,60, un montant demandé de 15 000 pour 37 de contribution au projet. Troisième projet, outils de sensibilisation, donc essentiellement site Internet de la Régie intermunicipale de restauration et de protection des toilettes. Le promoteur est la rivière PTL. Donc, c'est un projet qui consiste à mettre sur pied un site Internet pour la Régie afin de disposer d'un outil de communication et de sensibilisation efficace auprès des riverains et des utilisateurs du lac. Cet outil de communication visera à faire connaître les bonnes pratiques nautiques pour favoriser la résilience face aux changements climatiques, à promouvoir l'utilisation de la station de lavage de bateaux à venir pour 2026 pour le Trois-Lacs, afin de lutter contre les espèces aquatiques exotiques envahissantes. Un coût total de projet à 11 252,16, un montant demandé de 5 626,17, 50 de la pousse. Ça voit, c'est oui par le proposeur, Mme Mme Windsor et Mme Forcier. MRC Finance, état des revenus aux dépenses au 31 décembre, M. Diot et M. Perrault, et la liste des chèques du 1er novembre au 31 décembre, Mme Forcier et M. Pinard. Une nouvelle venue dans l'équipe administrative également, M. Martin. Oui, on ne peut pas oublier Akima. Donc, c'est pour vous présenter aussi la greffière adjointe à la MRC, donc, qui va venir soutenir l'équipe dans tous les processus administratifs dans nos travaux. Donc, bienvenue parmi nous. On est très heureux de t'accueillir. Donc, ça fait quelques semaines que tu as débuté avec nous en ce début d'année. Donc, Akima Slimani va jouer le rôle de greffière adjointe à la MRC. Plaisir de collaborer. Merci beaucoup de ta présence dans l'équipe. Je suis très content. On s'est rendu au règlement 292-25, code-part 2026. Donc, c'est l'adoption du règlement pour le budget de fonctionnement. M. Perron et Mme Windsor. Le code-part 2026, partie 2, c'est la contribution pour la FQM et l'OMH. Mme Sartre et M. Bernier. Et règlement code-part 2026. Pour la partie 3, c'est la Régie des Trois-Lacs. M. Dion et Mme Forcier. Signataire pour les documents au développement économique pour la MRC. La MRC autorise le directeur au développement, M. Dussault, à signer tous les documents reliés au développement économique et territorial pour et au nom de la MRC des sources. Ça va, Mme Windsor, M. Bernier. Et porteur de dossier doit nommer des porteurs de dossier afin que ces derniers siègent sur les différentes commissions, comités régionaux et représentations pour les 2 prochaines années. C'est là qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup de dossiers et d'obligations en venant siéger à la MRC. Donc, on va le faire d'une façon globale, la nomination. Ça va, M. Bernier et Mme Sartre, une personne qui a beaucoup de dossiers. Ben, on a tous beaucoup de dossiers. Il y en a beaucoup. Donc, en varia, il n'y aurait pas de varia. Donc, la levée de l'Assemblée par M. Pinard
Merci beaucoup tout le monde de votre présence. On se voit en février. C'est pas qu'on voit.